Bonjour, je me présente, moi c'est Dr Jean-Claude Mbonichoura et mon Côté, collègue. côté c'est docteur Alain Habima, non? Merci, nous sommes pour le moment réunis pour préparer et présenter la remédiation en e-learning en chirurgie générale et l'équipe qui a procédé à cet enseignement en ligne est constituée évidemment des deux chirurgiens et de Madame Kanani Yvonne et Monsieur Nkurunziza Ejide qui sont pour le moment en mission pour autre chose. En chirurgie générale, comme pour les autres modules, les objectifs étaient au nombre de trois, avec comme objectif principal connaître les pathologies chirurgicales, leurs signes ainsi que la stratégie de leur prise en charge. De façon générale, en chirurgie générale, les pathologies chirurgicales responsables des signes typiques étaient réparties en deux groupes, le groupe thoracique et le groupe abdominal. Pour le groupe thoracique, ce sont des pathologies qui renvoient à une dyspnée et qui nécessitent au final une trachéotomie pour libérer les voies aériennes supérieures. Il était question pour l'enseignement de rappeler l'anatomie des voies aériennes supérieures et la prise en charge respectant l'ABCD pour la prise en charge des traumatisés de la région faciale, ce qui n'est pas très important pour les infirmiers des centres de santé. Pour le groupe abdominal, c'est là où on voit qu'on avait beaucoup de pathologies à enseigner. Et c'est là où se trouve beaucoup, évidemment, de gestes à faire pour le niveau des infirmiers de centres de santé. Et ces pathologies sont réparties selon les localisations en abdomen aigu, en pathologie proctologique et en pathologie pariétale, essentiellement constituée par la hernie. Pour le groupe abdominal, il est de rappeler que l'anatomie de surface de l'abdomen, autrement dit la connaissance des 9 cadrans de l'abdomen, reste essentielle pour la compréhension même de la douleur localisée dans la région. Et on se rappelle que l'abdomen est subdivisé en 9 régions sur 3 étages. Au-dessus on a de droite à gauche l'hypochondre droit, l'épigaste et l'hypochondre gauche. Au milieu, on a le franc, et de droite à gauche, on a la région lombaire ou le franc droit, la région ombilicale, le franc gauche, et en dessous, on aura la région inguinale ou fossiliaque, en fait, fossiliaque droite, hypogaste et fossiliaque gauche. Sur l'image d'à côté, vous voyez qu'il y a une caricature qui montre les organes intra-abdominaux correspondant à ces différentes régions. Autrement dit, un exemple simple, pour l'hypochondre droit, on voit qu'en dessous de l'hypochondre droit, on a particulièrement la vésicule biliaire et le foie. S'il y a une douleur localisée dans l'hypochondre droit, on pensera au problème du foie et de la vésicule biliaire. Un autre exemple très simple, dans la fosse iliaque gauche, on voit qu'il y a particulièrement le sigmoïde. S'il y a une douleur à ce niveau, on pensera à un problème de sigmoïde, ainsi que les ovaires gauche ou droit selon la localisation de la douleur. Donc ça c'est important à connaître parce que la localisation de la douleur dans ces 9 régions donne une idée sur l'organe qui est touché à l'intérieur. Alors pour l'abdomen aigu, on a vu qu'on a 3 types de pathologies importantes. Et on va insister d'abord pour l'abdomen aigu sur l'abdomen aigu non traumatique. Pour l'abdomen aigu non traumatique, on reviendra sur l'appendicite aigu, qui est une inflammation de l'appendice localisée au niveau de la fosse iliaque droite, et la douleur est localisée au niveau du cadran fosse iliaque droite. Et vous voyez qu'on a montré sur cette image la section de l'appendice, parce que si on n'enlève pas l'appendice inflammatoire, elle va se développer en péritonite aiguë, ce qui va infecter toute la cavité péritonéale et compliquer la situation parce qu'il y aura des répercussions sur le plan général. Pour toujours dans l'abdomen aigu non traumatique, il y a des occlusions intestinales aiguës
qui diffère des signes selon qu'on est au niveau du grêle ou au niveau du côlon. Mais en général, on a la douleur, on a les vomissements et on a toujours un arrêt du transit qui peut être précoce ou tardif selon la localisation de l'occlusion, le siège de l'occlusion. Mais généralement, on a essayé de montrer ces images pour montrer comment se présente le malade qui a une occlusion, il a mal au ventre, avec des douleurs qui irradient vers le haut, à point de départ abdominal. Il vomit précocement si c'est le grêle, tardivement si c'est le côlon qui est occlu. Et il y a un arrêt de transit précoce si c'est le côlon qui est occlu et tardif si c'est le grêle qui est occlu. Et en général, les autres pathologies au niveau qui donnent un tableau d'abdomen aigu sont les abcès intra-abdominaux. Et les abcès intra-abdominaux se voient en particulier après la chirurgie abdominale. Ça peut se voir même avant. Par exemple, une appendicite qui se complique, un abcès appendiculaire, une cholécystite qui se complique, un abcès sous-hépatique ou hépatique, ainsi de suite. La cholécystite aiguë, les perforations digestives, ce sont des situations qui montrent combien le péritoine va réagir à l'irritation. Et on aura à chaque fois des douleurs localisées selon les cadrans qui sont intéressés par la perforation digestive ou la cholécystite également. Et en principe, les images qui sont illustrées sur cette diapositive montrent exactement les causes de ces cholécystites le plus souvent. Par exemple, pour la cholécystite, c'est en particulier lithiasique. Et la finalité consiste à enlever cette vésicule qui est malade et qui est remplie d'eau calcul. Pour les perforations digestives, en particulier ici chez nous, au Burundi et en Afrique en général, c'est l'estomac qui est beaucoup plus perforé ou le duodénum, en rapport avec l'ulcère. Alors qu'en Europe, en fonction de ce qu'ils mangent, c'est le plus souvent le sigmoïde qui est perforé sur base des diverticules qui sont normalement déjà présents, en particulier en Occident. Alors, l'abdomen peut être traumatique aussi. Et si c'est traumatique, on va avoir soit une contusion, soit une plaie. Si c'est une contusion, c'est la rate qui est rompue ou le foie qui est traumatisé en premier. Et on aura un tableau d'hémopéritoine parce que ce sont des organes creux, plutôt pleins, avec beaucoup de sang. Et le mécanisme le plus fréquent, c'est, il sait sur cette image où on voit une âne qui fait un point abdominal avec ses pieds. Et ça donne toujours des douleurs dans un premier temps. On ne voit pas de plaie au niveau de l'abdomen, mais quand on fait l'interrogatoire, on comprend immédiatement que c'est en rapport avec un traumatisme abdominal qui est fermé. Il faut toujours faire attention, quand devant un hémopéritoine, ça peut être une grossesse rompue, notamment grossesse extra-utérine rompue, chez les femmes en âge de procréer. Donc, il faut toujours faire ce diagnostic différentiel devant un hémopéritoine. Si ce n'est pas une contusion, c'est la plaie. Et pour la plaie, on aura des situations qui sont simples et visibles. Une plaie qui est extériorisée au niveau de la paroi abdominale du ventre. Et la plaie pouvant être secondaire soit en couteau, soit en n'importe quel objet tranchant. Et la plaie peut être pénétrante ou non pénétrante. Si elle est pénétrante, elle va jusqu'au niveau de la cavité abdominale avec le risque de blesser les anses, comme vous le voyez sur l'image de droite. Alors que sur l'image de gauche, la plaie reste dans la paroi abdominale et n'est pas pénétrante. Elle n'atteint pas les organes intra-abdominaux, mais ça fait toujours souffrir. Et dans tout ça, il faut faire une exploration chirurgicale tranquille pour trancher. Alors, pour le chapitre des affections proctologiques, on a essayé de vous représenter une diapositive très surchargée, mais qui est parlant. De gauche à droite, même jusqu'en bas, on va de la thrombose hémorroïdaire à la fissure anale. Pour la première image, c'est la thrombose. Vous voyez que c'est un peu dilaté, tendu, légèrement bleuté chez les blancs.
Mais chez nous, chez les Noirs, on ne va pas avoir du bleu sensible et visible. Ce qui vous le dira, c'est une douleur incidente avec impossibilité de se tenir en position assise. Deuxième image, c'est des paquets hémorroïdaires à 7h et à 9h. Troisième image, vous voyez une flèche rouge qui montre l'écoulement, une petite tuméfaction avec écoulement du liquide blanchâtre qui est du puits, en fait, c'est un abcès de la marge anale. L'image suivante, c'est une fistule anale qui est soignée avec un lacet qui est en place. C'est la façon de soigner ces fistules anales. Et généralement, vous voyez que toutes ces situations demandent qu'on fasse une chirurgie. Pour la fissure anale, il faut noter les deux signes importants, l'ulcération et la douleur, une douleur qui coïncide avec la défécation. Donc, c'est important à signaler parce que dans les autres situations hémorroïdaires, on n'a pas forcément mal parce qu'on fait la défécation, mais s'il y a une fissure, ça fait mal au cours de la défécation. Alors, cette image montre la différence entre le prolapsus rectal à droite et la pathologie hémorroïdaire à gauche. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas lieu de se tromper sur les deux pathologies. À droite, on a une sortie de tout le rectum avec des plis qui sont circulaires, alors qu'à gauche, c'est une sortie qui est localisée avec des plis radiaires au lieu que ce soit circulaire. Voilà, donc c'est à gauche, on a la maladie hémorroïdaire et à droite, on a la pathologie, le prolapsus rectal. Sur ces photos que vous voyez devant vous, on insiste particulièrement sur les tumeurs anales qui sont de diverses natures histologiques. Ça peut être bénin ou malin. Si c'est le condylome, par exemple, acuminé, c'est bénin. Mais si c'est carcinome ou épidémoïde ou adénocarcinome, ça peut être toujours des cancers. Et la prise en charge est encore une fois chirurgicale. Alors, la pathologie pariétale, on va insister particulièrement sur la hernie. Et la hernie peut être, par définition, une issue des organes intra-abdominaux à travers une zone de faiblesse naturelle ou acquise. Naturelle, on parlait de la hernie. Acquise, on parlait de l'éventration. Et acquise, c'est une zone de faiblesse, comme vous l'entendez, qui est acquise au décours d'une chirurgie antérieure. J'ai mis deux images sur cette... Nous avons mis deux images sur cette diapositive et vous voyez que l'image de droite montre un malade qui a été opéré de son abdomen, de son ventre, avec une zone de faiblesse et une tuméfaction qui est là. Donc là, c'est une éventration. Alors qu'à gauche, on a une photo qui montre les différentes tuméfactions. Et ces différentes tuméfactions signifient qu'on peut avoir les hernies à ces différentes localisations, soit épigastriques, soit ombilicales, soit inguinales, soit crurale, soit Spiegel, la ligne de Spiegel étant la ligne verticale mais latérale, paramusculaire droit. Donc, devant une tuméfaction, que ce soit de faiblesse naturelle ou de faiblesse acquise, il faut systématiquement demander à l'anamnèse les facteurs de risque qui vont de A, B, C, D, E, F, G. A, c'est la cite, B, c'est les bronchopnéumopathies obstructives chroniques, C, c'est la constipation, D, c'est la dysurie, E, c'est l'effort, F, c'est fat, un peu d'anglais, fat qui signifie obésité, et G, c'est la grossesse. Tous ces facteurs sont responsables de la hernie, et si on opère la hernie sans gérer ces facteurs de risque, il y a toujours une récidive hernienne. Donc, il faut systématiquement demander les facteurs de risque de la hernie et les noter dans le dossier pour pouvoir prendre en charge ça correctement. Et alors, cliniquement, une hernie, c'est une tuméfaction indolore, réductible, impulsive à l'effort. Il faut toujours faire attention à l'étranglement de la hernie parce que si la hernie est étranglée, la tuméfaction qui était indolore devient douloureuse, la tuméfaction qui était réductible devient irréductible, et la tuméfaction qui était impulsive à la toute devient non impulsive à la toute. Bon, c'est l'inverse, non impulsive à la toute. Voilà. De façon générale, les signes en chirurgie générale sont de deux types. Ils sont soit dominants, typiques,
c'est la plainte principale, soit atypique, et là, c'est des signes qui sont associés à la plainte principale. Pour la prise en charge en chirurgie générale, il faut se fier à la stratégie plein traitement qui a été proposée. Les unes de ces stratégies sont nouvellement rédigées, notamment le A13 et le A14. Les autres ont été améliorées, B1, B2 et A10. Nous avons choisi de juste vous orienter parce que ces stratégies plein de traitement se trouvent bien ancrées dans le matériel didactique que vous utilisez tous les jours au centre de santé. Et ça peut se retrouver en ligne ou en hard copy, en physique. Vous pouvez toujours accéder à ces stratégies. Et donc, on ne va pas revenir sur tout ça. On vous oriente directement qu'il faut aller les lire. Notez bien, le conditionnement pré-transfert est obligatoire et il est fait soit à base des antidouleurs, soit à base des antibiotiques, ou le conditionnement peut se faire par un geste éventuel, notamment par exemple devant un processus rectal, on le réduit manuellement et on envoie le malade chez le chirurgien pour la gestion de la suite. En conclusion, toute pathologie chirurgicale en chirurgie générale est réellement chirurgicale. Ce n'est pas que, par exemple, en neurologie, on peut donner des antibiotiques et améliorer une prostatite ou une orchite et s'arrêter là. En chirurgie générale, toute pathologie chirurgicale est réellement chirurgicale, de prise en charge chirurgicale. Quoique le conditionnement s'impose pour certaines pathologies, notamment en abcès, vous pouvez donner un antipyrétique, un antibiotique, mais la décision finale, c'est l'incision de l'abcès. Pour la hernie, si ça fait mal, on peut donner des antidouleurs, mais la finalité, c'est la chirurgie. C'est la raison pour laquelle on a jugé bon de vous dire que la référence en chirurgie générale est d'or. En principe, le travail doit être d'équipe pour améliorer la réussite. C'est pour ça que nous avons mis un groupe de gens avec une clé et qui pointe vers l'avant pour dire que le travail d'équipe, c'est toujours la clé de la réussite. Nous vous remercions infiniment. Ça a pris fin. Fin. Allez, allez.